On va parler aujourd'hui d'une infection assez particulière. Une infection si discrète au début qu'on peut passer à côté, mais qui est tellement puissante qu'elle s'attaque au moteur même de notre corps. C'est tout le paradoxe de l'endocardite infectieuse, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Il faut bien comprendre ça dès le départ. On ne parle pas d'une petite infection, hein. C'est une pathologie qui met directement la vie en jeu, parce qu'elle s'en prend au cœur de notre système circulatoire. Alors, pour être un peu plus technique, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est la colonisation par un microbe, une bactérie le plus souvent, de ce qu'on appelle l'endocarde. C'est cette fine membrane qui tapisse l'intérieur du cœur et, surtout, qui recouvre ses valves. Et c'est justement cette localisation qui la rend si redoutable. Ok, maintenant qu'on a défini l'ennemi, la question qui vient tout de suite c'est « mais comment ?» Comment cette infection réussit-elle à atteindre une forteresse aussi bien protégée que le cœur? La question est vraiment légitime. Le cœur, c'est un organe qui est censé être stérile, très bien gardé. Alors comment une bactérie fait-elle pour déjouer toutes les défenses et venir s'y nicher? Eh bien, tout commence par ce que les médecins appellent des portes d'entrée. Pour qu'il y ait une invasion, il faut d'abord une brèche. Le microbe doit trouver un moyen de se faufiler dans la circulation sanguine. Voyons un peu quels sont ses chemins d'accès préférés. Et voici les principaux coupables. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est l'évolution. Aujourd'hui, les staphylocoques sont devenus la première cause. Ils ont dépassé les streptocoques de la bouche, qui étaient historiquement les plus fréquents. Et ça, c'est un changement majeur qui est très lié à l'augmentation des soins, des cathéters, bref, des infections qu'on peut attraper en milieu médical. Justement, pour le staphylocoque, la porte d'entrée numéro 1, c'est la peau. Une simple petite brèche, souvent lors d'une procédure médicale comme la pose d'un cathéter, une séance de dialyse ou une chirurgie, et hop, la voie est ouverte. Ensuite, il y a la bouche. C'est la porte d'entrée historique, celle des streptocoques. Une carie qui traîne, une infection au niveau d'une gencive ou même un simple détartrage, ça peut libérer temporairement des bactéries dans le sang. C'est ce qu'on appelle une bactériémie. Et enfin, il ne faut pas oublier les systèmes digestifs et urinaires. Ce sont des portes d'entrée importantes pour d'autres germes, comme les entérocoques par exemple. Une infection urinaire ou un examen digestif peuvent tout à fait être le point de départ. Bon, une fois que la porte d'entrée est franchie et que la bactérie atteint le cœur, le vrai combat commence. Voyons un peu les dégâts que cette invasion peut provoquer. Le processus est une véritable cascade destructrice. D'abord, la colonisation. La bactérie s'accroche, souvent sur une valve déjà un peu abîmée. Ensuite, pour se protéger, elle va former ce qu'on appelle une végétation. C'est un amas de microbes, de plaquettes sanguines, de fibrines, bref, un véritable nid. Cet amas grossit, il détruit la valve petit à petit, et le pire, c'est qu'il peut se casser en morceaux. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'endocardite, ce n'est pas juste une maladie du cœur, c'est une maladie de tout le corps. Un fragment qui part du cœur peut aller se bloquer n'importe où. Une artère du cerveau, et c'est l'AVC. Dans un rein, dans la rate. Les conséquences peuvent être dramatiques. Face à une maladie avec des conséquences aussi graves et aussi variées, poser le diagnostic, c'est une véritable enquête policière. Il faut assembler les indices, pièce par pièce. Le premier indice, le plus fondamental, on le cherche dans le sang. Il faut prouver que la bactérie est bien là, en permanence, dans la circulation. Pour ça, on fait au moins 3 prises de sang qu'on appelle des hémocultures à des moments différents. C'est la signature d'une infection bien installée. Deuxième étape, il faut voir les dégâts de ses propres yeux, directement sur le cœur. L'outil pour ça, c'est l'échographie. On a d'abord la version simple, transthoracique, qui donne un premier aperçu. Mais pour vraiment voir les détails, l'examen de référence, c'est l'échographie transœsophagienne, l'ETO. On fait passer une petite sonde dans l'œsophage et comme on est juste derrière le cœur, on a une image incroyablement précise des valves. On peut repérer la moindre petite végétation. Et pour assembler toutes ces pièces du puzzle, les médecins utilisent une sorte de checklist, un système de score, les critères de Duke. En gros, ils combinent des preuves majeures, comme les hémocultures positives ou la végétation à l'écho, avec des indices mineurs, comme la fièvre ou le fait d'avoir déjà un problème au cœur. Et c'est en additionnant ces points qu'ils peuvent confirmer le diagnostic avec une quasi-certitude. Une fois que le diagnostic tombe, une véritable course contre la montre s'engage. Le traitement est une bataille. Et cette bataille, on ne la mène pas seul. La prise en charge aujourd'hui, elle se fait en équipe, une team endocardite, avec des cardiologues, des infectiologues, des chirurgiens, des radiologues. Tout le monde collabore pour décider de la meilleure stratégie. Le pilier du traitement, c'est un véritable bombardement d'antibiotiques. Et quand je dis bombardement, c'est pas pour rien. On parle de 4 à 6 semaines de traitement à haute dose et toujours par voie intraveineuse. Il faut du temps et de la puissance pour que les médicaments arrivent à pénétrer au cœur des végétations, pour tout nettoyer.
Mais parfois, les antibiotiques, seuls, ça ne suffit pas. La chirurgie devient alors une urgence vitale. Il y a 3 situations principales. 1. Si le cœur commence à lâcher à cause de la valve détruite. 2. Si l'infection n'est pas contrôlée par le traitement. Ou 3. Si les végétations sont si grosses qu'on a trop peur qu'un morceau ne parte. Et pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être cette phrase tirée des recommandations officielles. Elle résume tout le défi de cette maladie. Une insuffisance cardiaque avec de la fièvre, un AVC avec de la fièvre, ou même des douleurs dans le dos avec de la fièvre, doivent systématiquement faire penser à une endocardite. C'est le rappel ultime que cette maladie est une grande simulatrice. Derrière des symptômes qui n'ont, a priori, aucun rapport, peut se cacher cette terrible infection du cœur. Une vraie leçon de vigilance.